Et ben voilà, ça y est, Mars au féminin, nous sommes au casino, nous sommes à Dieppe, nous sommes accueillis merveilleusement bien par les services de la ville. Et puis, on se devait d'inviter un charmant garçon, Sébastien Jumel, député de la circonscription. Et puis surtout parce qu'il s'est battu. Et il se bat encore à l'Assemblée pour quoi, Sébastien? Bon, d'abord, moi je considère que quand on parle de conjuguer le mois de mars au féminin, il y a les droits formels, les droits généreux, les libertés fondamentales, et puis il y a la manière de concrétiser ça. Et on voit bien que aujourd'hui, les associations qui se battent pour que, au-delà des idées qui font consensus, on se donne les moyens de les mettre en œuvre. Tu parles des violences faites aux femmes. S'il n'y a pas d'appartement pour accueillir ces femmes battues, eh ben, ça ne marche pas. S'il n'y a pas de formation dans les commissariats avec des gens qualifiés, formés, eh ben, l'accueil ne se fait pas. Si tu mets en place, comme nous l'avons fait à Dieppe, une unité médico-judiciaire pour auditionner les victimes de violences intrafamiliales et que tu n'as pas de moyens de psychologue, parce qu'on n'a pas les moyens de les payer ou qu'on n'a pas les moyens de les recruter, eh ben, y a une idée généreuse, mais elle ne se concrétise pas. De la même manière, et c'est Julie, mon assistante parlementaire, qui a travaillé là-dessus. Moi, il se trouve que j'ai une cousine qui était en reconversion, qui a eu un cancer du sein, et qui s'est dit, tiens, c'est violent pour une femme d'avoir un cancer du sein et d'être obligée de procéder à une ablation mammaire. Et ça heurte, et les femmes sont évidemment, j'imagine, mieux placées que moi pour parler de ça, sa féminité. Sauf que là aussi, le diable est dans le détail. Et le diable, c'est comment on crée les conditions que lorsqu'une femme est confrontée à ça, 60 000 femmes sont confrontées chaque année au cancer du sein. Et quand, dans un cas sur 10, il est nécessaire de procéder à une ablation, eh ben, comment tu fais en sorte qu'une femme puisse reconstruire son identité, son image, sa féminité, en dignité, en ayant les moyens financiers pour le faire. Ben, la loi qu'on a rédigée, la loi sur laquelle, la proposition de résolution sur laquelle Julie a travaillé, c'est tout simplement de dire c'est possible de le faire, il y a les moyens techniques de faire par tatouage une reconstitution mammaire moins pénalisante qu'une prothèse, moins problématique qu'une prothèse, mais ça nécessitait d'être remboursé, et c'était ça le sens de la proposition. Alors Julie, je sais bien que tu adores cette expérience de plateau télé, tu es une amoureuse des plateaux télé. Pourquoi se battre? Est-ce que un proche l'a vécu? Parce qu'on sait bien qu'on suscite toujours l'envie parce qu'on l'a vécu ou on fait des choses. Et ce tatouage, c'est quoi en fait? Alors, c'est plus des rencontres et c'est aussi des échanges avec l'ensemble, avec des amis, avec de la famille, de femmes qui ont été touchées par le cancer du sein. Et c'est vrai que c'est un traumatisme. Les femmes sont vraiment touchées dans leur féminité et dans leur être. Après, le tatouage, là, c'est vraiment un tatouage 3D. Donc, c'est une fois que l'ablation a été faite, il reste des cicatrices. Et c'est quand l'aréole a été retirée. Donc, c'est pour recréer une aréole mammaire. Et du coup, c'est un tatouage en 3D. Exécuté. Aujourd'hui, il existe la dermopigmentation qui est faite par des infirmières au sein des hôpitaux, mais sauf qu'elles sont limitées avec 3 couleurs, elles sont limitées en moyens et en temps, et ces pigments utilisés ne permettent pas d'avoir un résultat satisfaisant et également ne permettent pas d'avoir un résultat qui dure dans le temps, comme un vrai tatouage. Après, il faut savoir qu'un tatouage 3D, c'est une forme d'art, le tatouage. C'est un art. Voilà. Et le tatouage 3D rend une aréole presque réelle. Donc, elle rend à la femme une certaine féminité.
C'est une spécialité à Dieppe de bousculer les préceptes, les AESH, on leur donne le moyen de vivre, les femmes violentées, on les loge. Vous êtes expérimental ou quoi? Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment ça se fait que l'État aujourd'hui ne prend pas exemple sur Dieppe? Parce que là où il y a un manque de l'État, vous bousculez les histoires. Dis-moi en plus là, parce que je... Bah écoute, en fait, dans la tradition des maires qui se sont succédés, moi, j'oublie jamais de dire qu'avant moi, d'autres ont labouré le terrain des utopies et des réalités concrètes. Irénée Bourgois avant moi, Christian Cuvillier avant moi, et Nicolas Langlois poursuit évidemment voilà, ce souci d'être utile aux gens. On se dit que pour porter les revendications nationalement, pour faire bouger les droits fondamentaux nationalement, il faut qu'on soit capable de les faire bouger localement et de montrer que c'est possible. Tu parlais des AESH, moi j'ai d'abord mené ce combat avec les AESH ici, et puis ça m'a conduit à être rapporteur d'une commission d'enquête à l'Assemblée, de faire bouger les lignes au plan national, et Dieu sait qu'il y a encore du boulot et du pain sur la planche. De la même manière, moi je suis maire en 2008, et il y avait une procureure de la République à l'époque qui s'appelait Madame Cadignan, qui était une femme extraordinaire, et qui m'avait dit, bon, les violences faites aux femmes c'est un sujet, mais le principal sujet, c'est que quand la femme porte plainte et qu'elle décide de quitter le foyer, d'abord le bail est au nom des deux ou au nom du mari, et qu'il faut la reloger. Depuis, on a fait bouger la loi et que désormais, l'auteur de l'acte a l'obligation de se tirer et la femme reprend de rester dans le logement. Le bail à son compte. Mais c'est des fois plus compliqué que ça, plus long que ça. Et donc, nous, on avait mis en place, sans attendre, un logement de répit qui est planqué, dont on ne donne pas l'adresse, mais où la ville a équipé avec tout ce qu'il faut, y compris un lait, des lits pour les enfants, parce que souvent dans les violences intrafamiliales, quand on s'en prend à la femme, on s'en prend aux enfants et vice-versa. Et donc comment on met la famille à l'abri? La ville a joué ce rôle-là. De la même manière, moi j'ai été très tôt sensibilisé par la question des violences faites aux enfants. Et l'affaire Outreau a démontré que quand la parole d'un enfant n'est pas consolidée, si tu permets à l'enfant, si tu obliges l'enfant à raconter le drame plusieurs fois, devant la police, devant l'avocat, devant le juge, devant l'éducateur, devant le médecin, les psychologues et plus... Le risque est grand, mais y compris pour des raisons, alors moi, qui dépassent ma compétence, mais qui relèvent de la psy, que la parole de l'enfant se modifie, parce qu'en fait l'enfant va se protéger pour ne pas revivre le drame qui l'a percuté, et peut bouger sa parole. Et quand un enfant bouge sa parole, ça permet au salopard qui a été auteur de l'acte de dire, vous voyez bien qu'il raconte des conneries, que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Je n'ai jamais rien fait. Et nous, on a créé ce qu'on appelle une unité judiciaire, médico-judiciaire pluridisciplinaire, c'est-à-dire un lieu unique à l'hôpital où, quand un enfant est victime d'une violence, dans le même lieu, il y a l'avocat, le magistrat, le flic, le policier, le gendarme, l'éducateur, le médecin, pour que dans ce lieu unique, la parole de l'enfant soit recueillie une seule fois. C'est pour ça que tout à l'heure, je posais la question de... Alors ça marche, mais on galère à trouver des temps de psy, donc ça pose la question des moyens. On est d'accord, c'est toujours le problème des moyens. Et donc, sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui... moi, il se trouve, j'ai une cousine Germaine, je te disais, qui a été confrontée à ça, qui est allée se former, parce que évidemment, il ne s'agit pas de faire ça par des charlatans. Il faut des gens compétents. Il y a une part de rapport, y compris digne avec la personne malade, enfin d'accompagnement, de cheminement sur, voilà, vous allez perdre une partie de votre corps, comment... se projeter dans l'avenir avec ça. Et donc des gens savent faire ça, ils ne sont pas nombreux en France, mais il y en a quelques-uns. L'enjeu peut-être ça serait d'en former plus, mais surtout l'enjeu c'est de dire comment on fait en sorte que la Sécu rembourse ça. En gros, le reste à charge pour une femme qui subit une ablation mammaire et qui doit donc reconstituer sa féminité, c'est 1300 balles, pour faire simple. D'accord. 1300 balles, tout le monde ne les a pas. Et donc la question du remboursement de ces actes, par la Sécu, considérant que c'est pas un luxe, tu vois, c'est pas, tu t'achètes pas des lunettes chez Dior, simplement t'as rien demandé, tu te chopes un cancer du sein
et tu veux simplement pouvoir à nouveau être à l'aise dans ton corps, être à l'aise dans ton humanité. Ah ben moi, je me souviens des campagnes qu'on voit de plus en plus de femmes avec l'ablation qui se mettent en. Ouais. Je trouve ça. C'est bien parce que le choc fait qu'à un moment donné, on prend conscience. Parce que tant que ça t'est pas arrivé, c'est toujours pareil. Hein. Et là, concrètement, vous avez déposé. La loi, Alors c'est une proposition de résolution. Tu sais, quand tu es dans l'opposition, c'est pas simple tous les jours. L'initiative de la loi, elle appartient au gouvernement. Donc t'as plusieurs sujets. Tu peux déposer des amendements quand une loi est en débat. Tu peux proposer une proposition de loi. Et là, une proposition de résolution, c'est un truc qui oblige le Parlement à un moment donné à dire est-ce que cette cause-là, elle est juste? Et si elle est juste, on va trouver une solution. Parce qu'en fait, la traduction de cette proposition de résolution, c'est simple. C'est un amendement à la loi de financement de la sécurité sociale pour reconnaître la reconstitution mammaire par le tatouage 3D comme étant un élément de soin éligible au remboursement par la sécurité sociale. C'est aussi simple que ça. Donc, concrètement, vous déposez cette motion. Elle est étudiée quand Eh ben, ça va être le prochain mandat. Parce que d'abord, on espère bien se débarrasser de ceux qui sont en place. Et puis si on s'en débarrasse pas, on fera en sorte que ce soit à l'ordre du jour. On est d'accord. Je cautionne. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sont interpellées aussi pour communiquer sur cette histoire? Est-ce que vous avez prévu d'embarquer aussi les femmes qui ont besoin de ces soins ou ces envies? C'est prévu, c'est pas prévu? La journée d'aujourd'hui, c'est une manière de communiquer sur ce projet-là. Alors c'est, je crois, une revendication de toutes les associations qui œuvrent dans ce domaine-là. La Ligue contre le cancer, d'autres associations sont sensibilisées à la question du remboursement, de la prise en charge du cancer du sein. Et tu sais, c'est vrai pour cette maladie-là comme pour d'autres. Je vais prendre un exemple que tout le monde comprendra. T'as des problèmes de dents, t'as l'obligation de te refaire les dents. Il y a les dents low cost et il y a les dents pour les bourges. Nous, on voudrait que, quel que soit l'endroit où on est, on puisse avoir des dents de qualité. Quand on était môme, je sais pas si tu te souviens de ça, mais les mômes qui avaient des problèmes de vue, on disait qu'ils avaient des lunettes de la Sécu, tu vois. Des culs de bouteille. Ouais. Alors aujourd'hui, on sait bien que si tu as du fric, tes verres sont traités, sont plus fins, ils s'adaptent. Si tu es astigmate, presbyte ou myope, tu peux avoir des verres qui s'adaptent. Sauf qu'en fonction de si tu as une mutuelle ou non, ou du taux de remboursement de la Sécu, dis-moi quelles lunettes tu as, je te dirai quel portefeuille tu as. C'est vrai pour toutes les maladies. Et c'est vrai aussi pour la maladie dont on parle là, le cancer du sein. Nous, il y a des femmes qui d'ores et déjà pratiquent ce dont on parle, parce qu'elles ont les moyens, et c'est bien pour elles, et je suis très heureux pour elles, de prendre en charge cette reconstitution. Alors moi je pense même que pour connaître un peu le monde du tatouage, je pense qu'ils sont très solidaires et qu'à un moment donné c'est même plus un problème d'argent, c'est aussi une cause, quoi, parce que bien sûr, puis une c'est des œuvres d'art. Puis une reconnaissance de ce savoir-faire, quoi, c'est un élément. Tu vois, il y a des éléments de chirurgie esthétique qui relèvent du délire de star. Et puis il y a des éléments de chirurgie esthétique qui relèvent du soin. Si tu nais avec, je sais pas moi, j'ose pas prendre un exemple pour pas stigmatiser, mais il y a des fois la chirurgie esthétique relève simplement d'un besoin pour trouver du boulot, pour être à l'aise dans sa tête, pour mieux vivre, pour être bien dans ses basques. Là, en l'occurrence, tu es victime d'une maladie. Et donc, l'un des enjeux de la société, en tout cas de notre conception de la société qui prend soin, c'est de permettre ça. Donc moi je pense qu'il faut faire une campagne avec des femmes qui se sont fait tatouer en 3D et puis de faire une affiche en disant tout est possible. Prochaine étape. Merci la Sécu. Ouais. On fait comme Prochaine étape. Je vous remercie d'être passé. Ça a été, Julie? Très bien. Elle est stressée, Julie, mais en fait, tu sais, moi, ça fait 5 ans que c'est mon assistante parlementaire.
Et moi, je dis souvent que sans assistant parlementaire, je ne serais pas grand-chose. C'est eux qui bossent. Moi, On est bien d'accord. moi, je fais le spectacle. C'est comme moi. C'est Cathy qui bosse et c'est moi qui fais le spectacle. Merci à vous deux. Je sais que vos temps sont très serrés parce que ça galope. Ouais, c'est l'époque. ça. Hein, Ouais, et puis, on essaye de se trouver à un moment donné pour faire une bouffe. Avec plaisir. Au calme. Avec plaisir. Merci. Puis, Merci à toi. Bien sûr, tu viens. Merci. Hein. Allez, on se retrouve avec nos prochains invités. Je crois que ça doit être une autrice merveilleuse. Je l'ai rencontrée tout à l'heure. Elle est top.